20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir et bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Aujourd'hui, on est avec Aurélien Pradié, député de la première circonscription du Lot et secrétaire général du parti Les Républicains. Bonsoir Aurélien Pradié. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous le plaisir. voyez, merci, vous le voyez, nous sommes tous chez nous pour respecter au mieux les consignes de sécurité. Et justement, au programme ce soir, la gestion de cette crise du coronavirus et le monde d'après. Doit-on s'attendre à un gouvernement d'ouverture? Un changement de politique semble inévitable pour Emmanuel Macron. Déjà une semaine que la plupart des enfants sont retournés en classe. 70 écoles ont fermé après leur réouverture. Vous souhaitez-vous, Aurélien Pradié, que cette rentrée se fasse en septembre? On en discute tout à l'heure. En août dernier, Aurélien Pradié, vous déposez une proposition de loi pour agir contre les violences faites aux femmes. Proposition depuis adoptée. On fera le bilan de cette loi avec vous, surtout après ce confinement où les violences conjugales se sont multipliées. Hier, le président de la République a aussi présenté avec la chancelière allemande le plan de relance européen, un plan à 500 milliards d'euros. Il devrait sauver l'économie de l'Union européenne après la crise. On évoquera également les 25 nouveaux clusters qui se sont formés. Réagissez sur nos réseaux sociaux, hashtag Fréquence ESJ pour poser vos questions à Aurélien Pradié sur Facebook, Twitter ou Instagram. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h, c'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Avant de revenir sur votre parcours, Aurélien Pradié, on s'arrête sur le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume la grande actualité de ce mardi 19 mai 2020. Ce mot, c'est municipal. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Aurélien Pradié. Dans son avis rendu public aujourd'hui, le Conseil scientifique ne s'oppose pas formellement à l'organisation du second tour des municipales au mois de juin. L'exécutif s'apprête donc à enclencher le processus pour que le scrutin du second tour des municipales se tienne le 28 juin dans les 4922 communes où ce second tour est nécessaire. Dans son avis, le Conseil scientifique et son président Jean-François Delfrécy soulignent que la situation sanitaire s'est nettement améliorée par rapport au début du confinement. Mais dans le même temps, il pointe les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale. Le Conseil insiste donc sur un strict respect des règles sanitaires à mettre en œuvre avant, pendant et après le scrutin, notamment au cours de la campagne électorale. Cela va de l'enregistrement des candidatures jusqu'au bulletin de vote, en passant par les modalités du vote par procuration, notamment pour les personnes à risque ou en quarantaine. L'avis aborde également les conditions dans lesquelles doivent se tenir le dépouillement, avec un nombre de scrutateurs appelés à manipuler les bulletins qui doit être réduit au minimum, le respect des gestes barrières et le port du masque. Le Conseil scientifique se montre donc très prudent et renvoie le gouvernement à ses responsabilités en rappelant qu'il se contente, pour ce qui le concerne, d'éclairer par des éléments d'analyse. Le gouvernement va pour sa part solliciter un nouvel avis qui sera rendu dans une quinzaine de jours. Il devra permettre au mieux de prendre en compte l'évolution de l'épidémie après le déconfinement et de voir si les élections pourront se tenir le 28 juin. Aurélien Pradié, fixer une date et attendre un nouvel avis du Conseil scientifique dans 15 jours, est-ce que c'est le bon choix de la part du gouvernement ? Je ne sais pas si c'est le bon choix et je ne veux pas faire de polémique sur des sujets aussi difficiles et aussi importants, mais tout ça révèle bien le choix d'organisation qui a été porté par le gouvernement et qui montre toutes ses limites. Au fond, on a un comité scientifique à qui on veut parfois faire prendre des décisions qui ne relèvent pas de sa responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité politique et la responsabilité gouvernementale. On voit bien depuis le début de cette crise que le gouvernement, le Premier ministre, tente de manière assez systématique de se défausser sur ce conseil scientifique qui, là, est en train de montrer toutes les limites de l'exercice. Le conseil scientifique, il n'est pas là pour remplacer le pouvoir politique. C'est d'ailleurs un des grands enseignements de cette période et de cette époque, à mon sens, où on voit une confusion assez forte des genres entre le pouvoir scientifique, le pouvoir de la connaissance, dont on voit toutes les fragilités d'ailleurs dans une période comme la nôtre, et le pouvoir politique. Bref, tout ça pour vous dire que nous sommes soumis à un pouvoir, à une décision, un avis du conseil scientifique, qui ne peut être certain que quelques jours
avant la tenue du scrutin. Autant pour d'autres sujets, c'est pas très grave. Par exemple, sur la question du déconfinement, on peut tout à fait on reviendra sur cette question du déconfinement après, Aurélien Pradier, merci. Je voudrais simplement, si je vous faisais la comparaison, c'était avec un objectif. Sur le déconfinement, on peut accepter que 15 jours avant, on vous dise on déconfine ou on ne déconfine pas. Sur l'élection, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a une campagne électorale à mener, il y a des organisations démocratiques à mettre en place, donc on ne peut pas 15 jours avant prendre une décision différente de celle qui a été annoncée. Merci Aurélien Pradier. Merci Théo Grévin. On vous retrouve en fin d'heure pour l'agenda politique de la semaine. Avant de se demander si donc ce déconfinement de la France n'est pas arrivé trop tôt, s'il ne s'est pas fait trop rapidement, on revient sur votre parcours, Aurélien Pradier. Vous êtes actuellement député Les Républicains et secrétaire général du parti. On apprend à mieux vous connaître avec Paula Monesti-Andréani. Bonsoir Paula. Bonsoir Manon Blangis. Bonsoir Aurélien Pradier. Bonsoir. Alors, avant d'entamer une carrière politique, vous avez effectué une année universitaire en droit à Toulouse. Pourquoi ne pas avoir continué? Est-ce par manque de goût pour le droit? Un peu de tout, sûrement. D'abord, j'ai commencé la vie politique très jeune. J'avais 21 ans lorsque j'ai été élu la première fois comme conseiller général. J'étais encore à la fac. Et pour tout vous dire, la fac n'a jamais été mon terrain de prédilection. Je m'y suis royalement emmerdé. Au mieux, j'y étais piètre aussi assez souvent, l'un allant souvent avec l'autre. Et en fait, comme j'ai été élu très jeune, je suis passé très vite aux travaux pratiques et dès mes 21 ans, alors que j'étais encore à la fac, j'ai fait le choix de basculer totalement dans un engagement politique et la faculté me paraissait être trop théorique. Donc j'ai jamais été très doué, je ne sais pas, mais en tous les cas très à l'aise dans les formations universitaires. C'est ni un regret ni une fierté. Toujours est-il que mon parcours s'est fait davantage sur le terrain et comme j'ai commencé très jeune avec mon premier mandat électif à 21 ans à l'époque au Conseil général, j'ai eu cette opportunité et je l'ai saisie en me lançant directement dans l'engagement. Et en tant que conseiller général, justement, à partir de 2008, en quoi être le seul conseiller de droite d'une assemblée départementale de 30 personnes qui ne sont pas de droite, en quoi ça a pu vous challenger? Qu'est-ce que vous ressortez, quelle expérience vous ressortez de cette élection? D'abord, c'est dur. Avant d'être un défi, c'est d'abord dur parce que politiquement, j'étais une anomalie dans ce département du Lot qui est une terre de gauche. Et arrivé au conseil départemental, il m'a fallu batailler. J'avais 21 ans. La moyenne d'âge, au-delà de la couleur politique, était bien plus élevée. Et donc, j'avais droit souvent à des leçons de paternalisme plus ou moins bienveillants des uns et des autres. Mais ça m'a formé en creux. C'est le moment où j'ai appris l'adversité politique. J'ai pris quelques coups dans la figure aussi. J'ai appris, je crois, parfois à en donner ou à en rendre aussi. Ça a été un moment très formateur, très dur, très exigeant aussi. Puis quand vous arrivez à 21 ans au Conseil général, c'est un mandat qui est important parce que vous êtes élu sur votre nom, comme le mandat de maire, et en l'occurrence, vous portez une attente forte de la part de vos concitoyens. Donc ça a été ma plus belle école, celle du terrain, celle de l'exigence, celle des coups reçus aussi, et puis des coups politiques donnés. Et mes adversaires politiques de l'époque ont été au fond mes meilleurs maîtres politiques sûrement pour l'avenir. En 2012, vous êtes candidat dans la première circonscription du Lot, investie par l'UMP, mais il faudra attendre 5 ans plus tard pour que vous décrochiez finalement le Graal et pour devenir député Les Républicains. C'est un coup dur et après cette défaite, vous êtes déclaré inéligible pendant 1 an par le Conseil constitutionnel pour une affaire de compte de campagne. Est-ce que cette mésaventure aurait pu vous refroidir finalement? Mais vous avez persévéré en politique et comment fait-on à 25 ans pour se relever d'un coup pareil? Ça a été une période très dure de mon engagement politique, parce que cette décision, je l'ai vécue comme quelque chose de très injuste. Alors elle est tout à fait transparente, il n'y avait pas de malversation ou quoi que ce soit, il y avait simplement une chose très claire, c'est que je n'avais pas eu les moyens financiers de combler le compte de campagne, c'est-à-dire de financer ma campagne électorale. J'espérais un prêt de la banque, comme beaucoup de mes collègues qui sont candidats, et comme j'étais jeune, que je viens d'une famille très modeste, j'ai pas pu avoir accès à cet emprunt-là. Et donc, du coup, la conclusion, est-ce que c'est pour faire de la politique, est-ce qu'il faut avoir de l'argent, selon vous? La preuve non, parce que j'en ai toujours pas, ma famille n'en a toujours pas davantage et je suis député de mon pays, mais ça a été une vraie leçon, un vrai coup dur parce que j'ai mesuré qu'on pouvait être facilement abattu en politique par des coups divers et variés. Et ensuite, ça a été un moment où je me suis beaucoup questionné parce que je me suis demandé au fond s'il fallait appartenir à la caste. Alors, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si je suis... Il y a eu un... C'était un moment très difficile, un moment de doute aussi. Oui. Moi, je vous entends toujours. C'est bon, on vous entend bien, Aurélien Pradier, allez-y. Oui.
Je disais que j'ai eu un moment d'enseignement important et qui m'a poussé à continuer, mais j'ai passé 3 années difficiles. Je pense qu'en fait, c'est nécessaire dans un parcours politique. Il faut qu'on ait des moments où on est un peu à genoux pour savoir si c'est vraiment ce que l'on a envie de faire ou pas. Puis quelques années après beaucoup de persévérance, après des moments de doute aussi importants, les Lotois m'ont fait confiance pour devenir leur député. Donc, désormais, c'est une nouvelle page qui s'est ouverte. Justement, donc vous avez été élu le 21 juin 2017 dans la première circonscription du Lot sous la couleur des Républicains. Lors du premier tour, votre adversaire LREM était devant vous. Qu'avez-vous ressenti? Est-ce que vous n'avez pas eu une impression de déjà-vu par rapport à 2012? Ah si, vous savez, les soirs de premier tour, dans une élection sur votre nom, ce sont des expériences qu'il faut vivre pour savoir ce que ça veut dire. Il se passe peu de temps entre le premier et le deuxième tour, donc vous n'avez pas tellement le temps de réfléchir. Vous avez une équipe autour de vous, donc même si vous doutez beaucoup, et en l'occurrence j'avais de quoi douter, puisque mon adversaire était très en avance sur moi, vous êtes obligé de faire bonne figure. Donc j'avais des doutes, mais vous posez peu de questions, vous êtes obligé de tenir votre équipe aussi, parce que sinon tout le monde s'effondre. Et au final, on a passé 15 jours à faire une campagne féroce. On est allé faire du porte-à-porte et les choses se sont inversées. Pour une raison très simple, c'est que des électeurs qui n'ont pas mon étiquette politique, notamment des électeurs de gauche, ont voté pour moi. Au deuxième tour, sans ça, j'aurais jamais été élu. Et donc ça a été un moment de grande surprise au deuxième tour, un moment important aussi, qui au fond montrait qu'en politique, tout était possible. Et ça, je l'ai souvent dit quand j'étais jeune, je ne le croyais pas toujours, maintenant j'en suis convaincu. Merci Aurélien Pradier. Merci Aurélien Pradier, merci Paula Monesti-Andréani. 20h11 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Dans 10 minutes, vous nous donnerez, Aurélien Pradier, votre avis sur le plan de relance européen exposé hier par Emmanuel Macron. En attendant, 25 nouveaux clusters ont été identifiés en France par le ministère de la Santé. Mélodie Sforza, où sont-ils et comment sont-ils apparus? De nouveaux clusters ou petits groupes de foyers épidémiques de coronavirus ont été identifiés en France depuis le déconfinement. Parmi les derniers clusters identifiés figure un abattoir de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret près d'Orléans. 34 cas de nouveaux coronavirus ont été détectés selon une annonce de l'Agence régionale de santé. Afin d'identifier et de maîtriser ces foyers épidémiques, le gouvernement a publié une carte de la France avec des couleurs selon les régions. Attention, il ne faut pas confondre cette carte avec celle du déconfinement par région. Là, il s'agit d'identifier le nombre de foyers où réapparaît le coronavirus. Les régions qui contiennent 3 foyers ou plus sont les régions très touchées. Elles sont colorées en rouge. Parmi elles, le Pays de la Loire, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. En orange sont colorées les régions où quelques cas sont identifiés, comme les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Le Centre-Val de Loire et la région PACA n'ont qu'un foyer et sont en jaune. Il existe même des régions avec 0 nouveau cas de contamination. C'est le cas de la Normandie et de la Corse qui, elles, sont en vert. Les clusters donc, vont inévitablement se multiplier, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il est logique que les clusters se multiplient actuellement. Certains sont apparus en fin de confinement. Avec la multiplication des contacts qu'implique le déconfinement, le nombre de foyers épidémiques ne peut qu'augmenter. 700 000 tests seront disponibles par semaine, avait annoncé le ministre de la Santé au début du mois. Un chiffre qui correspond à une estimation de 3 000 nouveaux cas quotidiens. Le gouvernement s'attend donc à ce que de nouveaux foyers épidémiques apparaissent. Les autorités de santé sont en capacité de les identifier. Elles peuvent s'intéresser aux personnes qui ont de faibles symptômes et pas seulement aux personnes les plus malades, comme en plein pic de contamination. Le ministre de la Santé assure que le système pour casser les chaînes de contamination est opérationnel. Il faut tout de même rester prudent pour éviter une seconde vague. Merci Mélodie Sforza pour ce rappel sur la situation. C'est peut-être donc un avant-goût des effets du déconfinement. On revient avec vous, Aurélien Pradier, sur cette nouvelle carte des clusters sur le déconfinement. Bonsoir Bastien Cochet. Ah, Bastien Cochet, on ne vous entend pas. Faut allumer le micro, voilà. Excusez-moi, avec le micro, c'est mieux. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Aurélien Pradier. Alors, parmi les régions en rouge, sur cette nouvelle carte des clusters publiée par le gouvernement, l'Occitanie y figure, donc elle est en rouge. Pas de chance, le Lot se situe donc dans cette région. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez découvert ? D'abord, il n'y a pas de surprise d'un point de vue technique et épidémiologique, puisque les experts expliquent assez facilement, et il n'y a pas besoin d'être expert pour le comprendre. Dès lors qu'on déconfine, on a l'apparition de nouveaux espaces de contamination. C'est d'autant plus le cas dans les régions qui ont été très préservées jusque-là. Donc, les tâches, j'allais dire, de contamination se voient encore plus sur des pages blanches, et c'était notamment le cas de l'Occitanie, qui n'est pas totalement une page blanche d'un point de vue épidémiologique, mais qui avait été largement préservée. Donc on n'est pas surpris de cela. Tout ça nous pousse à une très très grande vigilance, notamment sur les lieux des clusters.
On a eu dans le Lot beaucoup de clusters dans les EHPAD, qui sont des publics très fragiles évidemment, qui posent de vraies questions sur l'approche que l'on a et l'accompagnement que l'on a des publics âgés dans notre pays. Il faut qu'on soit très attentif aux clusters possibles dans des zones de scolarisation. C'est ce qui porte toute notre attention dans les jours qui viennent. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder l'ensemble des cartes pour comprendre quel est l'état de circulation du virus, pas seulement l'apparition des clusters. Tout ça d'ailleurs montre aussi concernant les experts dont vous parliez tout à l'heure. Sur la multiplication des cartes. La multiplication des cartes, ça peut aussi parfois brouiller le message. Et concernant les experts dont vous parliez tout à l'heure, les experts, vous en aviez parlé il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Déjà, puisque lorsque la première carte du déconfinement avait été présentée fin avril, le Lot avait été classé par erreur en rouge, alors que tous les départements voisins étaient en vert ou en orange. Et vous aviez alors parlé d'erreurs commises par des experts déconnectés du terrain. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas ? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. La dernière fois, ça l'était clairement, puisque les fameux experts déconnectés, je pèse mes mots parce que c'est la vérité, avaient été incapables d'analyser une évolution de chiffres à un niveau local. Il aurait juste suffi de passer un coup de fil au service hospitalier du département pour comprendre qu'il n'y avait pas d'explosion des cas dans le département du Lot. Mais tout ça est aussi symptomatique de notre organisation nationale. On a aujourd'hui un fonctionnement très centralisé qui commet des erreurs de ce type-là. Je ne pense pas que sur la détection des clusters, on soit dans le même cas de figure. Donc, pour vous, parce que la France est souvent montrée comme un exemple en matière d'avancée scientifique ou de médecine, sur ce coup, les experts français, en tout cas sur la carte précédente, sur celle du déconfinement, ils ont montré de l'incompétence ou alors c'était plus l'organisation gouvernementale ? Il y a deux choses différentes. Que la France soit un grand pays en matière de recherche et de médecine, c'est une chose et elle est avérée, même si il faut que nous soyons vigilants parce qu'on fuit de plus en plus à l'extérieur de notre pays avec ces talents-là. En revanche, l'organisation sanitaire, elle n'a rien à voir avec la médecine. Il faut dire aujourd'hui que l'organisation sanitaire, elle est gérée par des agences régionales de santé dans lesquelles il y a beaucoup plus d'agents administratifs que d'agents médecins ou de professionnels de santé. Donc ce sont deux choses tout à fait différentes et j'assume de dire que dans notre pays aujourd'hui, on crève assez largement, pour vous dire les choses comme je les pense, d'une bureaucratie qui, en l'espèce, si elle était vraiment professionnelle de santé, n'aurait jamais classé le département du Lot en rouge comme ils l'ont fait, aurait passé un coup de fil sur le terrain pour comprendre ce qui se passait. Enfin, c'est le règne des algorithmes, des tableaux Excel et de ceux qui ne réfléchissent plus que par des tableaux Excel. Et pour en revenir sur ces nouveaux clusters, Mélodie Sforza le disait tout à l'heure, 34 cas de la nouvelle forme du coronavirus a été détecté près d'Orléans, avec un virus qui mute et qui devient potentiellement plus dangereux. C'est la garantie d'une seconde vague dans quelques semaines ? Je n'en sais rien. Et là, je le dis très clairement, moi, tous ces politiques qui, depuis quelques semaines, se transforment en épidémiologistes, en médecins, en professeurs en médecine, alors qu'ils sont comme moi juste des politiques, ça m'exaspère un peu. Donc je vais rester dans mon rôle de politique. Je n'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne sais pas dire s'il y aura une seconde vague ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que le politique, à sa mesure, soit prêt à anticiper une potentielle deuxième vague, un potentiel reconfinement. Ça, c'est la responsabilité du politique. Pour le reste, il faut laisser les médecins parler des sujets qu'ils sont censés connaître. L'anticipation, d'accord, mais est-ce que le politique, lui, aurait préféré jouer plutôt la sécurité, attendre encore un petit peu avant ce déconfinement ? Moi, je pense que le déconfinement était nécessaire. En revanche, est-ce que tout le déconfinement devait être mené comme il l'a été ? Je ne crois pas. Nous parlions des écoles tout à l'heure, vous l'introduisiez dans vos titres. Je pense que nous aurions pu attendre davantage pour déconfiner les écoles. Mais quant à déconfiner le pays, il fallait le faire. Les conséquences du confinement peuvent être pires encore. Du maintien du confinement va être pire encore que le déconfinement. Il y a des conséquences sociales, des conséquences en termes de santé, des conséquences économiques qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il fallait déconfiner. Est-ce qu'il fallait le faire de cette manière-là ? J'ai quelques doutes sur certains sujets, notamment sur la question des tests que vous évoquiez qui ne sont pas au rendez-vous. Comme les tests, justement, 700 000 tests disponibles par semaine, c'est la promesse d'Olivier Véran pour pouvoir contenir et juguler les nouveaux foyers de contamination. On a les moyens aujourd'hui de gagner cette bataille ou est-ce que c'est trop tôt logistiquement ? Est-ce que le gouvernement se voit trop beau ? 700 000 tests, on ne les a pas aujourd'hui. Vous parliez de promesses et vous avez raison de parler de promesses. Factuellement, nous n'avons même pas aujourd'hui les 700 000 tests. Et 700 000 tests, ça ne permet pas de lancer une procédure de dépistage massif, comme d'autres pays européens l'ont fait. 700 000 tests, on va tester ceux qui sont symptomatiques et les personnes qui sont dans les EHPAD. Mais on a très peu de marge pour tester tous ceux qui sont asymptomatiques, qui sont le cœur du problème de la propagation du virus. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens d'assumer un déconfinement sécurisé, comme d'autres pays européens ont pu mieux le faire. Il faut dire les choses très clairement. Mais vous savez, sur les tests, il se passe exactement ce qui s'est passé sur les masques. On nous a dit sur les masques qu'il n'était pas nécessaire
parce que nous n'avions pas de masques. Dès lors qu'on en a eu un peu plus, on nous a dit qu'ils étaient utiles. Pour les tests, c'est exactement pareil. Si nous avions la possibilité de tester 1,5 million de Français de manière régulière, alors on aurait porté à 1,5 million, pas à 700 000, ce qui est trop peu aujourd'hui, il faut le dire. Le gouvernement avait dit que le déconfinement se ferait si toutes les variables étaient réunies pour qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Qu'on n'arrive pas aux 700 000 tests, pour vous, on aurait dû repousser ce déconfinement ? Non, je vous redis que le déconfinement était pour moi nécessaire. En revanche, on aurait dû prendre d'autres précautions. Par exemple, sur le milieu scolaire dont nous parlions tout à l'heure, nous sommes un des rares pays dans lequel... dans une autre partie. Je vais vous parler des tests à cet égard. Et selon le ministère de la Santé, le système pour casser les chaînes de contamination est opérationnel. Lui, les brigades sanitaires, vous faites confiance au gouvernement sur ce point, sur les brigades sanitaires ? Non, mais les brigades sanitaires, c'est un objet très intéressant. D'abord, je trouve le mot de brigade absolument détestable. On n'est pas en train de poursuivre les Français, c'est autre chose, on est en train de les protéger. Bon, passons sur le vocabulaire. Mais que voulez-vous mettre en place des procédures de détection de l'entourage de quelqu'un de malade si vous n'avez pas des capacités de tester? Enfin, chacun peut comprendre, sans être médecin, que la base de tout, c'est de tester, c'est de savoir si la personne est malade. Voilà pourquoi il faut tester beaucoup plus massivement qu'à hauteur de 700 000 tests que nous n'avons pas aujourd'hui. Sinon, toutes les brigades, elles ne serviront à rien. Si on ne fait que enquêter autour de l'entourage de quelques centaines de milliers de personnes qu'on aura pu tester, on n'aura pas atteint l'objectif. Et donc, il faut commencer par le début. C'est pour ça que sur la question des brigades, sur la question de l'application numérique Stop Covid, on prend le sujet à l'envers. Le début, ce sont les masques de protection et ce sont les tests. Une fois qu'on a réglé ces deux questions fondamentales, ce qui n'est toujours pas le cas dans notre pays, on peut passer à d'autres sujets, notamment aux brigades dont vous parliez. Merci Aurélien Pradier. 20h21 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. N'hésitez pas, réagissez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram et posez vos questions à Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot, avec toujours le hashtag Fréquence ESJ. On aborde maintenant la question européenne. Je vous le disais, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé hier un plan de relance européen, 500 milliards d'euros pour sauver l'économie de l'Union européenne. Si certains y voient le début d'une politique commune plus tournée vers l'Europe, d'autres craignent qu'une telle politique ne tienne pas. Bonsoir Axel Rebaud. Aurélien Pradier, bonsoir. Est-ce que vous y croyez, ce plan de relance ? J'ai envie d'y croire, parce que je crois profondément en l'Europe. Depuis quand l'Europe n'a pas fait rêver l'ensemble de ses peuples ? Depuis très longtemps. Depuis les grands programmes d'aérospatial, de recherche. Depuis ce temps-là, l'Europe n'a pas porté un projet politique commun. Elle a été monétaire, elle a été normative, mais elle n'a pas été politique depuis de très très nombreuses années. Donc j'ai envie d'y croire parce que c'est un message politique qui pourrait être adressé. Mais vous savez que l'Europe, c'est pas seulement la France et l'Allemagne, c'est même de moins en moins la France et l'Allemagne. Il faut donc que tous les autres pays européens soient d'accord pour porter ce plan, ce qui n'est pas du tout acquis. J'observe de ce point de vue que je me méfie peu des annonces d'Angela Merkel, mais je me méfie beaucoup des annonces d'Emmanuel Macron. Il a souvent fait beaucoup de communication sur le dos de l'Europe sans qu'il y ait des effets qui soient suivis. Donc j'ai envie d'y croire, parce que justement, avec cette communication, on parle de 500 milliards d'euros débloqués. Est-ce que c'est suffisant pour vous, Aurélien Pradier, pour remonter l'économie de l'Union européenne ? C'est un peu lunaire, 500 milliards. Est-ce qu'un seul d'entre nous arrivons à mesurer ce que ça veut dire, 500 milliards ? Moi, je ne sais pas mesurer 500 milliards. Je ne sais pas Justement, si on pose la question, c'est parce que 500 milliards, pour vous et moi, ça nous paraît énorme. Pourtant, le Parlement européen, par exemple, estimait la semaine dernière que pour un plan de relance efficace, il faudrait 2000 milliards d'euros. Est-ce qu'on n'est pas en train d'afficher ces 500 milliards comme une victoire, alors que dans les faits, c'est finalement très peu ? Et surtout, le vrai sujet, c'est le sujet de la dette. Ça, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Il faut s'arrêter à ce que ça veut dire. Il y a encore quelques mois, le niveau européen nous disait qu'il était plus possible d'emprunter sur les marchés, ou quasiment plus. Et aujourd'hui, on sort 500 milliards. 500 milliards, c'est démesuré. On sait très bien qu'une dette de 500 milliards, elle ne se remboursera pas à l'échelle d'une vie humaine. Donc, ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que c'est plus tout à fait le sujet, le dimensionnement de la dette européenne. Parce qu'on est en train d'exploser des dogmes qui avaient été posés et qui font qu'aujourd'hui, cette dette-là, elle devient, pardon de le dire, mais quasiment fictive. Et c'est ça, en fait, le cœur du sujet. 500 milliards, 1000 milliards, j'en sais rien. Lorsqu'on voit... Est-ce que c'est pas un peu contradictoire lorsqu'on voit donc l'Europe préparer un plan aussi massif qui va contracter une dette énorme, et quelques semaines plus tôt, Emmanuel Macron qui met un terme à plusieurs dettes de pays africains, par exemple. Non, est-ce que ça ne veut pas dire justement que ces dettes-là, on ne va jamais les rembourser finalement ? Enfin, moi, je n'oppose pas les deux dettes. Je suis un défenseur depuis de nombreuses années du co-développement
avec les pays d'Afrique, parce que d'abord, nous avons cette histoire-là, et puis ensuite parce que c'est un enjeu géopolitique mondial colossal. Non, mais ce qui est vrai, et vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, cette notion de dette, elle est totalement à repenser, parce qu'elle devient totalement incernable. On est aujourd'hui sur une telle démesure de la dette qu'on ne sait même plus si elle va être remboursée. Et vous comprenez le danger. Le danger dans les idées, c'est que si demain nous observions que cette dette-là, au fond, elle est fictive, alors c'est la porte ouverte à peu près tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire aussi qu'on est engagé depuis de nombreuses années dans une économie fictive, dans une économie qui n'a plus de sens réel. Et c'est un des grands sujets de transformation, à mon avis, de l'avenir de l'Europe, mais aussi du monde. Ces 500 milliards, justement, qui sont débloqués, qu'ils soient remboursés ou non, il faut bien les payer, il faut bien le trouver. Aurélien Pradier, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces 500 milliards ? Comment est-ce qu'on va réussir à les sortir ? Est-ce que ça va partir, par exemple, sur une politique d'austérité en France et en Europe ? On ne pourra jamais, avec une politique d'austérité, rembourser 500 milliards. Où il faudrait mettre à néant tout ce qui existe dans les pays du monde. La vérité, vous venez de l'exprimer, pardon de le dire en étant politiquement incorrect, mais c'est qu'en réalité, personne ne remboursera jamais cette dette. Personne ne le remboursera jamais. Et en le disant, on va me prendre pour un fou. Sauf que cette vérité, il faut la dire. Il faut la dire parce que ce cheminement-là d'économie fictive, irréelle dans laquelle nous sommes entrés, c'est un chemin de perdition. La dette est un des symptômes de ce chemin de perdition, mais toute l'économie fictive et irréelle l'est aussi. Ces 500 milliards, ils vont être fabriqués. Ce n'est pas du tout ponctionné dans une économie qui existe. Aurélien Pradier, vous dites que c'est une fiction, ça ne sera jamais remboursé. Pourtant, Angela Merkel, elle a insisté fortement aux côtés d'Emmanuel Macron. Pour elle, elle a dit il faudra rembourser et respecter le cadre des traités. Donc pour elle, en fait, Angela Merkel se trompe. Pour elle, elle y croit encore à cette économie fictive, selon vous ? Écoutez, moi je ne veux pas faire de leçon à Angela Merkel, je suis très mal placé et elle est d'un niveau de compétence bien supérieur au mien. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas sereinement, sans que je passe pour un communiste ou un affreux antilibéral, dire qu'aujourd'hui une dette de 500 milliards contractée en l'espace d'une semaine, ça démontre bien que notre système économique est devenu fictif. Enfin, c'est une évidence. Vous vous rendez compte tout de même que c'est dans l'espace de quelques jours, de quelques heures qu'on a contracté, fabriqué 500 milliards de dettes nouvelles. Enfin, franchement. Aurélien Pradier, vous ne craignez absolument pas une augmentation des impôts, voire une diminution des dépenses publiques, par exemple ? Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on peut tout à fait, pour alimenter un modèle économique devenu quasiment fictif, mettre en place une vieille habitude qui est celle de continuer à augmenter les prélèvements divers et variés. Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas en une politique d'austérité. L'avenir de notre pays doit se reconstruire différemment. Mais je crois aussi en une politique économe. Il ne s'agit pas d'ouvrir toutes les vannes et de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'au-delà de la construction de la dette, c'est aussi l'installation de l'irresponsabilité politique. Moi, je vais vous dire les choses clairement. La dette, je m'en fous pas du tout. Mais ce n'est pas le sujet qui me passionne le plus. Ce qui me passionne le plus, c'est la responsabilité politique. Et ce qui fait que la dette est importante, c'est que si on n'a plus ce curseur de la dette, on tourne et on bascule vers l'irresponsabilité politique. C'est-à-dire la possibilité d'arroser n'importe comment. En parlant de responsabilité, ça veut dire quoi justement cette politique de relance commune ? Est-ce que ça veut dire que la France aujourd'hui n'est pas capable de surmonter elle-même une telle crise ? Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de l'Allemagne aujourd'hui ? On a besoin de l'Europe, mais ça c'est une bonne nouvelle. Pour surmonter une crise comme celle-ci, tout comme d'ailleurs l'ensemble de nos nations et la France lorsqu'elles ont dû surmonter des grandes crises profondes, on a toujours eu besoin de nos voisins. Vous savez, quand on reconstruit l'après-guerre, on a besoin de nos voisins, on ne le fait pas seul. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait cette forme de solidarité-là. Ce que je dis simplement, c'est que ça ne doit pas être au détriment de la souveraineté des nations. Il faut que nos nations soient plus fortes pour que l'Europe le soit aussi. Mais moi, je n'ai pas de problème à l'idée de me dire que l'Europe peut être un soutien profond pour les peuples qui la composent. Et lorsque Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, déclare à BFM TV que cette politique d'austérité qui a mené à la situation actuelle de l'hôpital public, elle est principalement due à l'Union européenne. Est-ce que pour vous, comme Adrien Quatennens, l'Union européenne est un problème ? C'est un problème, mais je ne le pense pas de la même manière qu'Adrien Quatennens. Je ne vois pas le lien, ou en tout cas, je le vois trop facilement. La ficelle est un peu grosse à toujours mettre sur le dos de l'Europe ce que notre pays n'a pas su faire. Et en l'espèce, l'état de déliquescence aujourd'hui de l'hôpital public, l'état de maltraitance
de celles et ceux qui travaillent dans l'hôpital public n'a pas grand-chose à voir avec le niveau européen, ça a à voir avec le niveau national. C'est notre pays qui n'a pas été parfaitement à la hauteur à force de réformes comptables. Et nous avons sûrement considéré que la santé, l'hôpital n'était plus un secteur stratégique dans notre pays. Et donc on l'a soumis aux mêmes règles, notamment comptables, que d'autres secteurs qui étaient moins stratégiques. Merci Aurélien Pradier. Je vous en prie. 20h29 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est en direct pour encore une demi-heure avec vous, Aurélien Pradier. Vous êtes secrétaire général du parti Les Républicains. Avant de discuter de cette rentrée des classes que vous avez jugée, Aurélien Pradier, précipitée et mal préparée, on s'intéresse à un sujet que vous portez depuis longtemps, la lutte contre les violences conjugales. Est-ce qu'elles ont augmenté pendant le confinement ? Le secrétariat de l'égalité hommes-femmes a dévoilé les résultats des dispositifs mis en place contre les violences faites aux femmes pendant que nous étions confinés. Mélodie Sforza. Le constat est sans appel. Les violences conjugales ont considérablement augmenté pendant le confinement. Les déplacements des forces de l'ordre pour différents familiaux ont augmenté de 44% par rapport au printemps dernier. La fréquentation de la plateforme sur les violences conjugales arrêtonslesviolences.gouv.fr a plus que doublé. De son côté, le numéro d'écoute dédié aux victimes de violences, le 3919, a reçu près de 13 210 appels en moins d'un mois et demi. Nous n'avons jamais reçu autant d'appels que pendant le confinement. Parmi ces appels, 5 200 ont concerné des violences conjugales. C'est 2 fois plus que l'an dernier, a affirmé Françoise Brier, dirigeante de la Fédération Solidarité Femmes. Ce constat alarmant pose la question de l'efficacité des mesures instaurées par le gouvernement. En avril dernier, un partenariat entre l'État, les associations et les centres commerciaux avait été mis en place. Ces points de contact sont installés dans des locaux prêtés par les centres commerciaux. 316 femmes victimes de violences conjugales, 60 hommes et 25 enfants y ont été accueillis. Des points de contact avaient également été installés dans les pharmacies avec la possibilité pour les victimes d'appeler à l'aide et pour les pharmaciens et pharmaciennes de faire un signalement aux autorités. Ces procédés ne se sont pas révélés efficaces. Contrairement à ce qu'on a pu penser, ils n'ont pas eu le résultat escompté. Nous n'avons pas de dénonciation de faits de violence par ces biais. Il y a eu un décalage entre l'annonce faite par le gouvernement et l'effectivité du dispositif dans les pharmacies, a indiqué le procureur de la République, Éric Corbeau. Le rapport du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes explique que les dispositifs installés pendant le confinement se poursuivront au-delà. Tout ce qui permet de signaler les violences va rester, a déclaré Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, à nos collègues de Libération. Le gouvernement s'engage également à maintenir les 20 000 nuits en hôtel ou hébergement d'urgence. On constate également une diminution d'environ 20% des dépôts de plaintes, une situation qui peut facilement s'expliquer par les difficultés de déplacement liées à l'enfermement. Les associations demeurent très inquiètes. Elles craignent une véritable déferlante. On a très peur de découvrir de très nombreuses situations dramatiques avec des violences exercées pendant le confinement, explique Véronique Dubail de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles du Val-de-Marne sur France Inter. Pendant le confinement, l'essentiel des gardes à vue était d'ailleurs dû aux violences conjugales. Merci Mélodie Sforza pour ces explications. Certains estiment donc que le gouvernement ne protège pas assez les victimes malgré la récente loi sur le sujet que vous avez portée, Aurélien Pradier. Axel Rebaud. Aurélien Pradier, est-ce que les violences familiales et conjugales ont été passées sous silence pendant ce confinement ? En tous les cas, elles ont explosé. Et chacun peut comprendre pourquoi. Lorsque vous êtes confiné dans un milieu familial violent, à la fois à l'égard des femmes mais aussi des enfants, sont des véritables calvaires qui sont organisés par les auteurs des violences. Et puis les moyens de détection sont moins nombreux. La facilité pour les femmes, notamment de circuler, est moins grande, de se rendre au commissariat est plus difficile, etc., etc. Donc on a une période d'explosion. Et ce qui est tout à fait fou, c'est que depuis plusieurs jours, je tente d'avoir des chiffres. Alors pas seulement les chiffres de Marlène Schiappa, en qui j'ai une confiance souvent limitée, mais des chiffres officiels, ceux du ministère de la Justice, sur les actions qui auraient été engagées. Et nous n'avons toujours pas les chiffres précis de cette situation, même si nous savons que ça a explosé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'essentiel, c'est non seulement la détection, mais c'est aussi l'action. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est absolument dramatique dans notre pays. On peut détecter toutes les violences qu'on veut. Si on n'est pas foutu d'agir pour faire en sorte que celles et ceux qui sont les auteurs des violences soient sanctionnés, soient empêchés de recommencer, ça ne sert à rien ou pas à grand-chose. Et aujourd'hui, c'est un peu cette myopie du gouvernement qui consiste à multiplier les actions de communication. Cette augmentation, pour vous, des violences faites notamment aux femmes et dans les familles, elle était à prévoir ?
on peut assez facilement comprendre que quand on confine nos concitoyens, pour certains dans des foyers violents, les violences vont exploser. Enfin, ça paraît une évidence. Donc vous considérez, Aurélien Pradier, que le gouvernement ne s'est pas préparé pour protéger ces familles et ces femmes ? Je ne cherche pas à faire de la polémique en permanence. En tous les cas, pas sur des sujets comme cela. Et donc, je le dis sereinement, cette impréparation, elle n'est pas seulement durant la période du confinement. Avant même le confinement et après le confinement, on voit bien que ce gouvernement a beaucoup parlé sur les violences conjugales, mais a peu agi. Vous vous rappeliez la loi que j'ai faite voter il y a quelques semaines de cela. Sans cette loi-là, nous n'aurions pas avancé d'un millimètre. Et je vous prends un exemple très précis, qui est celui des bracelets anti-rapprochement. Les bracelets anti-rapprochement, ils ont été généralisés depuis la loi que j'ai portée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul bracelet anti-rapprochement qui a été acheté par le ministère de la Justice ? La réponse, c'est non. Voilà des mois qu'on tourne autour du pot. On a fait voter la loi, on a débattu de ce sujet, c'est la loi de la République, et le gouvernement a été infoutu de passer aux actes. C'est ça la réalité. Donc pour vous, rien n'a changé depuis les quelques semaines où vous avez fait voter cette loi. Le gouvernement, il est incapable sur cette question ? Moi, je vais remettre le couvert, si j'ose dire, dans quelques jours pour redemander des comptes. Mais la vérité, c'est qu'entre ce que nous faisons et ce que le gouvernement est capable de faire, il y a un monde. Justement, avec ce que fait le gouvernement, on a l'exemple dont Mélodie a parlé dans son papier, c'est-à-dire les centres de contact éphémères dans les centres commerciaux, où on a des femmes et des enfants qui sont battus et qui peuvent être aidés par des associations, des gendarmes. C'est une initiative de Marlène Schiappa. Est-ce que pour vous, ce n'est pas assez ? Écoutez, c'est formidable. On pourra mettre toutes les têtes de gondole qu'on veut dans les supermarchés. Enfin, le sujet, pardon, mais je le dis brutalement, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est ailleurs. Ça, c'est de la com qui nous fait plaisir, qui fait plaisir aux observateurs, qui le relaie. Mais le sujet, c'est pas celui-ci. On a 181 femmes et enfants qui ont pu être aidés tout de même dans ces camps. Non, mais vous n'êtes pas aidés quand vous vous signalez. Vous êtes aidés quand il y a un flic, un gendarme qui se pointe à la maison, qui sort de la maison l'auteur des violences et qui vous protège. C'est là que vous êtes aidés. Pas quand il y a un signalement. Le signalement, c'est formidable, mais s'il n'y a pas de suite derrière, combien de plaintes, combien de mains courantes sont déposées par ces femmes sans aucun effet ? Ce n'est pas la main courante ou la plainte qui vous protège, c'est l'action de la justice, l'action de la police, l'action de la République qui vous protège. Combien d'hommes violents sont maintenus dans leur foyer ? Combien de femmes doivent quitter leur foyer pour aller dans des foyers d'hébergement d'urgence parce qu'on n'est pas capable d'extraire du logement les auteurs des violences ? C'est ça le vrai sujet. Et vraiment, je le dis avec conviction, ne nous trompons pas d'observation et d'analyse. Ce n'est pas la détection qui protège les femmes, c'est l'action qui protège les femmes. Et aujourd'hui, cette action, elle n'est pas au rendez-vous. Donc vous considérez, Aurélien Pradier, que pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, ces violences-là, ce n'est pas une priorité aujourd'hui ? Je vous le redis, j'ai suffisamment dit à Marlène Schiappa ce que je pensais de son action, c'est de la com. Je pourrais ne pas le dire, mais sauf que c'est la réalité. Vous savez, la loi dont nous parlions tout à l'heure, j'ai fait voter, on a passé des heures à en débattre à l'Assemblée nationale. On l'a fait avec la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Marlène Schiappa, elle n'a pas montré le bout de son nez. Moi, je veux bien qu'elle fasse des plateaux de télévision pour expliquer qu'on met des outils de détection dans les supermarchés. Je préférais qu'elle se présente sur les plateaux de télévision pour dire qu'on a organisé la justice de notre pays pour mieux protéger les femmes. Quel genre de dispositif il faudrait qu'on mette en place aujourd'hui pour aller encore plus loin, Aurélien Pradier ? D'abord que nous appliquions ce qui existe. Je vous parlais du bracelet anti-rapprochement tout à l'heure, c'est un dispositif qui a fait ses preuves notamment en Espagne. Nous devons passer aux actes. Désormais, il faut commander ces bracelets et les mettre en place. Et puis je pense que le gros de l'action, c'est un tribunal spécialisé. Moi, je crois en une juridiction spécialisée, comme c'est le cas d'ailleurs en Espagne. C'est ce qui a permis de faire reculer considérablement les violences conjugales dans ce pays. Il faut qu'il y ait une juridiction qui soit experte en la matière, qui ne traite que de ces affaires et qui soit capable de traiter rapidement ces affaires. C'est la prochaine étape que nous devons passer dans notre pays si nous voulons être à la hauteur. Si à la fin de cette crise, Aurélien Pradier, il y a effectivement un remaniement, comme certaines personnes le soupçonnent, est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez voir au gouvernement pour essayer de changer les choses ? J'aimerais y voir Philippe Séguin, mais vous imaginerez que c'est difficile. J'aimerais y voir des personnalités qui sont peut-être plus tout à fait de cette époque. En tous les cas, j'aimerais faire en sorte que les belles personnalités auxquelles je crois ne soient pas sous la coupe d'Emmanuel Macron. Merci Aurélien Pradier. Merci Aurélien Pradier, merci Axel Rebaud. 20h38 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Si vous nous avez rejoints en cours de route et que vous avez manqué le début de 20h l'invité, ne vous inquiétez pas, l'émission est à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube Fréquence ESJ et en audio sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. 20h38, on le sait, pour vous, les écoles auraient dû rouvrir en septembre, Aurélien Pradier. Pourtant, la semaine dernière, les écoles maternelles et élémentaires ont rouvert leurs portes. Cette semaine, 4000 collèges en zone verte recommencent à accueillir leurs élèves. Bonsoir Axel Savoie.
Bonsoir Aurélien Pradier. La semaine dernière, vous avez dénoncé sur France Info le manque de préparation et la précipitation de la rentrée scolaire après le confinement. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous maintenez ces propos ? Oui, je le maintiens. Moi, je suis élu municipal dans mon village Cœur de Cosse dans le Lot. Je suis chargé des affaires scolaires, donc j'ai mis en place l'accueil des enfants depuis quelques semaines. Et ce que je peux juste vous dire, c'est que sans l'action des collectivités, sans la responsabilité des maires, sans leur capacité à agir, alors nous n'aurions pas pu réouvrir les écoles de la République. Et la vérité, c'est... Qui est responsable de ce manque de préparation selon vous ? Pardonnez-moi ? Qui est le responsable de ce manque de préparation selon vous ? Ceux qui ont décidé du jour au lendemain de réouvrir les écoles sans en donner les moyens, c'est-à-dire le gouvernement. On nous a envoyé 50 pages de blabla pour nous expliquer qu'il fallait que les enfants se lavent les mains, qu'il fallait les tenir à 1 mètre de distance chacun, des choses qui sont impossibles réellement à faire sur le terrain. Et donc ce sont les maires qui ont agi. Je vous prends un exemple très concret. Dans la commune dont je gère encore les affaires scolaires, vous luttez l'ensemble des adultes qui étaient au contact des enfants. Les enseignants, mais aussi le personnel municipal. Eh bien, c'est la commune qui finance le test pour les enseignants de la République, alors même que ce sera l'Éducation nationale de le faire. Donc, lorsque j'ai dénoncé cette impréparation, c'était pour dire aussi à quel point le gouvernement prenait des décisions et c'était les communes, les collectivités, les maires qui étaient chargés de les assumer avec peu de moyens. C'est donc une erreur de rouvrir les écoles en mai ? Elles ont été réouvertes aujourd'hui. Il faut donc faire en sorte que les choses se passent de la meilleure manière. Moi, j'étais très sceptique. Si j'avais dû prendre une décision politique, je pense que j'aurais proposé un report en septembre, mais je n'étais pas en responsabilité pour le faire. Donc, une fois que la décision est prise, il faut que nous l'assumions. Il faut quand même continuer sur cette lancée, même s'il y a un risque de relance de l'épidémie. Évidemment que si dans les jours qui viennent, des indicateurs nous poussent à dire qu'il y a un danger sanitaire, il faut tout stopper. C'est une certitude. Mais j'aurais dit que moi, vous savez, ma manière de fonctionner politiquement, elle est de combattre pour mes idées. Une fois que le débat politique est tranché, je suis là pour l'assumer et pour faire en sorte que l'intérêt général prime. Donc, j'ai eu le temps du débat. Aujourd'hui, il faut le mettre en œuvre. Ce qui est certain, c'est que si on a le moindre doute, notamment sur la contamination des enfants, il faudra réagir à la minute pour refermer les établissements scolaires. Et vous-même, est-ce que vous encouragerez les parents à garder leurs enfants à la maison tout en leur faisant suivre un enseignement à distance ou à les envoyer à l'école ? Et pour ceux qui peuvent conserver leurs enfants à la maison, je pense qu'il est préférable de le faire. Mais une fois de plus, je suis un élu de la République. L'école en laquelle je crois, c'est l'école de la République. Et donc, je refuse de donner des consignes qui soient contraires à la loi. C'est un principe que j'applique et auquel je crois beaucoup. Je débat à l'Assemblée nationale de la loi et de son application. Une fois qu'elle est devenue la loi de la République, c'est une loi qui s'impose à tous. Mais n'aurait-il pas mieux fallu suivre les conseils du conseil scientifique, à savoir attendre septembre pour organiser la rentrée ? Vous touchez du doigt une des grandes incohérences. Le conseil scientifique, au départ, avait dit qu'il fallait attendre septembre. Le gouvernement a dit, ou plutôt le président de la République, qu'on allait réouvrir les écoles. Et le conseil scientifique ensuite a dit que finalement, on pouvait réouvrir les écoles. C'est là qu'on voit aussi la limite de crédibilité, de légitimité du conseil scientifique, qui n'est pas un pouvoir politique. Et ce mélange des genres, il nous amène dans ce genre de décision assez difficile à porter et tout à fait ubuesque, puisque vous comprenez tout de même qu'aujourd'hui, il y a des écoles à plusieurs vitesses pour les enfants de notre pays. Certains reprennent l'école, d'autres ne reprennent pas l'école physiquement. Bref, on a un fonctionnement à la carte qui ne rend pas cohérentes les choses. Et vous avez eu des retours des écoles de votre commune justement sur cette première semaine de rentrée, notamment sur s'il a été facile de faire respecter les consignes sanitaires aux enfants ? Moi, je me suis rendu dans mon école pour vérifier les choses. On fait du mieux possible, mais je pose une limite qui est le traumatisme psychologique qu'on peut infliger à des enfants. Il faut comprendre ce que ça représente pour un gamin. Ah, Aurélien Pradier, on vous entend mal. Peut-être qu'il y a votre connexion n'est pas bonne. Est-ce que si vous nous entendez ? Oui. Parfait, c'est reparti, c'est bon. Pardon. Je disais que les conséquences peuvent être parfois pires encore que le remède. Et donc, il faut être très vigilant à conserver une vie sociale pour des enfants qui ne sont pas habitués à être totalement dépourvus de cette vie sociale-là. Pour préparer la rentrée, est-ce que le gouvernement a fourni une aide aux communes ? À part un formulaire, ou plutôt 50 pages de recommandations déconnectées de la réalité, aucune autre aide. Ce sont les collectivités qui ont assumé. Et quelle aide concrète attendiez-vous du gouvernement, sinon à part ce formulaire ? D'abord, une règle claire, qu'on nous dise si c'était la reprise pour tout le monde ou pour personne. Et ensuite, que le travail soit fait avec les collectivités, notamment des aides matérielles, financières. C'est tout ça un surcoût important pour les collectivités d'achat de matériel. Il faut que l'État soit au rendez-vous.
Et en cas de seconde vague épidémique dans les écoles, qui seraient les responsables, les maires ou le gouvernement? C'est un débat qui a déjà été tranché par la jurisprudence. Les maires ne seraient jamais portés pour responsables d'une décision pareille. On a eu ce débat à l'Assemblée nationale. Pour moi, il était superflu parce que la jurisprudence dit déjà clairement qu'un maire est exonéré de responsabilité dans une situation pareille. La loi, d'ailleurs, Fauchon, qui existe déjà, le protège. Dans une situation comme celle-ci, je n'imagine pas qu'un seul magistrat de notre pays puisse faire porter le chapeau à des maires qui n'ont pas détenu l'ensemble des clés de la décision. Et en parallèle de la rentrée des classes, le gouvernement a chargé des associations d'organiser des activités sportives pour les élèves n'ayant pas cours. C'est la mesure sport, santé, civisme, culture. Mais ne vaudrait-il pas mieux laisser ce rôle aux professeurs d'EPS qui voient d'ailleurs leur métier en danger à cause de cette mesure? Oui, mais c'est là le grand bricolage de ce gouvernement. Quand j'entends le président de la République dire aux acteurs de la culture qu'il faut aller s'occuper des enfants dans les écoles, c'est que vraiment il n'a jamais mis les pieds dans une école de la République aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça que les choses s'organisent. D'abord, le temps périscolaire, il est géré par les municipalités, par les collectivités ou les intercommunalités. Donc les associations n'arrivent pas à la fleur au fusil dans les écoles pour organiser des temps d'activité. Et puis vous avez raison de dire que c'est pas forcément toujours leur métier. Mais c'est le grand bricolage de cette période. Au fond, ce qu'on a voulu, c'est à tout prix faire en sorte que les enfants reviennent dans le lieu de l'école, parfois à n'importe quel prix et sous des conditions très discutables. Merci Aurélien Pradier. Merci Aurélien Pradier, merci Axel Savoie de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19, des conséquences économiques comme on l'a vu plus tôt avec l'Union européenne, mais qui risquent aussi d'être politiques. Bastien Cochet sera là pour vous poser des questions sur ce monde post-coronavirus. Le gouvernement français imagine un remaniement, un référendum ou même une dissolution. À l'international, on s'inquiète du retrait de l'Amérique et des ambitions chinoises. On en apprend plus déjà avec Mélodie Sforza. Envisager le monde d'après, c'est envisager plusieurs solutions institutionnelles, a déclaré le gouvernement. La solution la plus évidente serait la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives, l'occasion pour la République en marche de renforcer sa majorité. À l'heure où le parti politique vient de perdre sa majorité absolue dans l'hémicycle, 17 macronistes et anciens marcheurs ont créé un nouveau groupe indépendant, Écologie, Démocratie et Solidarité. L'autre solution envisagée, celle d'un remaniement du gouvernement. Pour l'aile gauche de la majorité, ce serait l'occasion de débarquer Édouard Philippe, jugé trop à droite. La troisième solution serait alors d'organiser un référendum. Les Français seraient amenés à s'exprimer sur le futur de la France face au Covid-19. Seul hic, la Constitution ne permet pas de poser n'importe quelle question. Il faut que ça porte sur un objet juridiquement ciblé. On ne peut pas approuver une politique générale comme c'est le cas en Suisse. Ces 3 mois d'épidémie ont également bousculé l'ordre mondial. Les États-Unis se sont repliés sur elles-mêmes. En 2017, le slogan de Donald Trump « America First » est clair. Il souhaite redorer le blason du pays. Pendant la crise sanitaire, le président a donc tourné le dos à l'Europe et a suspendu la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé. Parallèlement, la crise a révélé la vulnérabilité du modèle social et politique américain. 22 millions de chômeurs ne sont pas indemnisés. Beaucoup se retrouvent sans assurance maladie. Le système de santé publique est inadéquat. En matière d'image, la perte de prestige est terrible. Les ambitions chinoises pourraient faire vaciller, elles aussi, l'ordre mondial. Dès que la crise sanitaire a été gérée en Chine, le pays s'est empressé de lancer une offensive planétaire de diplomatie. Ambassades et médias chinois internationaux ont été mis à contribution pour critiquer la gestion du gouvernement européen et valoriser le concept des routes de la soie de la santé. Pour affirmer ses ambitions, la Chine s'est servie de ses exportations massives de masques et de matériel médical, des ambitions qui pourraient bien bouleverser l'ordre mondial. La compétition est lancée. Qui des États-Unis ou de la Chine aura la plus grande capacité de rebond économique et qui gagnera la course du vaccin? Cette crise du coronavirus, on le voit, donc bien attaquer les fondations déjà branlantes de l'ordre international. Merci Mélodie Sforza. On connaît maintenant les solutions envisagées après la crise, même si on reste sur des hypothèses. Plusieurs fois ces dernières semaines, vous avez déclaré, Aurélien Pradier, que vous considérez cette crise comme une remise en question de notre modèle social, politique et économique. Pour évoquer ce monde d'après, Bastien Cochet a quelques questions pour vous. Bastien Cochet, on ne vous entend pas, le micro. Aurélien Pradier, excusez-moi, une dissolution de l'Assemblée nationale, ça vous semble crédible aujourd'hui et est-ce que vous y seriez favorable?
Écoutez, ce serait un peu dingue qu'un député vous dise qu'il est favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la fameuse expression, on évite de faire voter les dindes à Noël, donc on va éviter de demander aux députés d'activer la dissolution. Non, en plus, je pense que ça ne changerait pas grand-chose, mais ça, c'est à la main du président de la République. Donc, je le laisse se débrouiller avec sa tambouille sur des questions comme celle-ci. D'ailleurs, honnêtement, c'est tout à fait dérisoire au regard des enjeux colossaux qui nous attendent. L'enjeu colossal, c'est celui de la transformation de notre nation, de notre société, pas celui du bricolage ou des calculs institutionnels et politiques. Et pour cette transformation, Édouard Philippe, est-ce qu'il a fait son temps en tant que Premier ministre? Est-ce qu'il doit partir? Ça, il faut que vous demandiez, posiez une telle question à un député qui le soutient. Pour moi, Édouard Philippe, il a fait son temps dès le premier jour, parce que je ne l'ai jamais soutenu. Pour autant, c'est une question politique, presque politicienne en vérité. Moi, ça me désespère un peu lorsque je vois les analyses ici ou là sur des sujets comme cela, parce qu'on passe à côté de la vraie question. Je le redis, de savoir comment Emmanuel Macron va sauver sa peau politique, c'est un sujet secondaire au regard de la manière dont on va pouvoir sauver notre pays. Et en tant qu'ancien, les Républicains, c'était pas, en tout cas, un poids rassurant dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est pas une mauvaise nouvelle pour la droite s'il est remplacé quand même un peu? Non, pas vraiment. J'ai jamais eu le sentiment qu'Édouard Philippe mène une politique conforme aux valeurs auxquelles je crois. Il a mené la politique d'Emmanuel Macron. Vous savez, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est les deux doigts d'une main, sont les mêmes. Il y en a un qui a donné les ordres, il y en a un qui a exécuté. Je n'ai pas plus de compassion pour celui qui a exécuté que pour celui qui a donné les ordres. La situation de gestion calamiteuse des masques, c'est Édouard Philippe. Donc je n'ai pas d'excuses à l'égard d'Édouard Philippe, pas plus que j'en ai à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est la même politique. Comme vient de l'évoquer Mélodie Sforza, qui dit Nouveau Monde dit un nouveau groupe qui se forme à l'Assemblée nationale avec à sa tête Aurélien Taché. Il se veut indépendant, écologiste, démocratique et solidaire. On dirait presque que c'est tout ce qui vous définit, non? Oula, pas vraiment. Je ne suis pas sûr qu'en dehors du prénom, nous ayons beaucoup de choses en commun avec Aurélien Taché. Mais non, j'observe juste qu'à un moment où on doit redresser notre pays, où il y a des enjeux et des débats politiques majeurs qui s'annoncent, eh bien, certains députés montent leur petit groupe pour se faire petitement entendre avec leur petite personnalité. C'est formidable, tout ça c'est sûrement digne d'une cour de lycée, mais peut-être pas des grands enjeux qui nous attendent. Pourtant ces derniers jours, dans les médias ou sur Twitter, vous avez déclaré vouloir des mesures plus écologiques, plus favorables par exemple à l'agriculture française, ou encore être plus solidaire. C'est des valeurs quand même qui pourraient vous rassembler, non? Non, ce sont des valeurs de droite. Moi, je suis engagé à droite depuis de nombreuses années. Vous savez, la valeur de solidarité, les valeurs d'économie souveraine sont des valeurs qui ont toujours été portées par la droite. Mais moi, j'ai toujours été fidèle à ma famille politique. Alors, on peut ne pas partager mes idées. D'ailleurs, tant mieux, ça fait partie du débat politique. En revanche, j'ai jamais tergiversé, j'ai jamais tourné d'un groupe à un autre en cherchant les opportunités. Le groupe qui se forme à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est quand même la démonstration et le collectif de tous ceux qui n'ont pas réussi à se faire entendre ailleurs, qui ont d'ailleurs souvent changé beaucoup de crèmeries. Moi, j'ai jamais changé de crèmerie et j'espère ne jamais changer de crèmerie. Et d'ailleurs, quand on parle du Nouveau Monde, on dirait que vous voulez incarner une nouvelle droite. Vous avez été, par exemple, très critique envers le libéralisme économique en disant que la question fondamentale était maintenant l'idée que l'argent serait la seule échelle de valeur et que l'État n'avait plus aucun rôle à jouer. Ça ne vous paraît pas un peu à contre-courant des valeurs économiques de la droite historique quand vous avez ce discours? Pas de la droite historique. Et je vous invite très sereinement à observer l'histoire politique de la droite républicaine dans notre pays. Depuis le général de Gaulle, en passant par Georges Pompidou, par Jacques Chirac en 1995 avec la fracture sociale, je pourrais vous parler de Philippe Séguin, il y a des grandes personnalités à droite qui ont toujours questionné l'économie. Vous savez, c'est une idée absolument fausse que de penser que la droite a toujours été béate face au libre marché, face à la financiarisation du monde. Je vous invite à relire des grands discours de Georges Pompidou à une époque où l'économie libérale avait vraiment le vent en poupe. Il interrogeait la question économique. Il disait aux chefs d'entreprise, vous avez un rôle économique, mais vous avez aussi un rôle social, principalement social. C'est une tradition de la droite républicaine d'avoir toujours interrogé l'économie. Et on l'a presque oublié depuis quelques années. En vérité, lorsque je tiens ce discours-là, je ne fais que renouer avec les racines historiques de la droite, qui, à mon avis, s'est peut-être perdue depuis quelques années. Aujourd'hui, on a appris que les émissions de CO2 ont baissé autant que pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez tweeté récemment que la course folle à la consommation ne devait pas retrouver ses réflexes d'hier. Le monde post-coronavirus, est-ce qu'il doit être résolument plus écologique? Oui, je le crois profondément, mais parce que c'est un défi majeur de notre époque. Et ce n'est pas un défi sinistre. Moi, je crois un défi environnemental qui grandit les hommes.
Je ne fais pas partie des décroissants qui pensent que l'homme est par nature méchant, mauvais. Non, je crois que l'homme peut mieux respecter son environnement et mieux se développer avec son environnement. De toute façon, c'est la grande histoire du développement durable. Pardon de vous rappeler que c'est la grande histoire de Jacques Chirac, de Jean-Louis Borloo, du Grenelle de l'environnement, de l'inscription dans la Constitution de l'environnement. C'est ce que la droite a souvent fait. Et lorsque je pose la question de la consommation, je le fais très librement. Moi, je pense que durant ces quelques mois, nos habitudes de consommation ont changé. On a consacré plus d'argent à l'alimentation, moins aux iPhones et à je ne sais quoi. Et je suis d'ailleurs en train de vous parler avec un iPhone. Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai été heureux pendant 2 mois d'acheter moins de bêtises, moins de choses superficielles et de me reconcentrer sur l'essentiel, de mieux nourrir ma famille et de partager des repas avec l'iPhone, exemple que vous utilisez régulièrement, pour un nouveau monde au niveau mondial, avec des échanges internationaux. De l'autre côté, il y aura toujours la Chine, premier touché par l'épidémie de coronavirus, c'est le premier qui semble vraiment s'en relever et qui est le fer de lance aujourd'hui du libéralisme et du productivisme. Est-ce que ce ne sera pas le plus dur finalement de freiner ce géant chinois ? Si, c'est un défi monstrueux que nous avons devant nous. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur le mot libéralisme, parce que je pense qu'on ne parle pas forcément toujours de la même chose. Moi, je suis un libéral. Je suis extrêmement attaché aux libertés fondamentales, et dans mon parcours, je les ai toujours défendues de manière extrêmement ardente. Je ne parle pas nécessairement du libéralisme, je parle de la financiarisation du monde. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque d'ultra-dépendance avec nos voisins qui nous rend fragiles. L'exemple des masques en est la démonstration. Par exemple, des iPhones à l'instant, j'ai eu ce débat avec quelques économistes. L'iPhone n'est pas du tout le produit du libéralisme économique. C'est pas du tout le produit du capitalisme économique. C'est le produit d'une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, on est ultra dépendant d'autres pays du monde et qu'on exploite dans d'autres pays du monde des femmes et des hommes pour notre confort. Ça, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de valeurs humaines à laquelle la politique doit croire. Donc le défi de la Chine est un défi colossal, mais il faudra transformer notre mode de consommation si on ne veut pas continuer à être dépendant de la Chine. Dernière question très rapidement, Aurélien Pradier. On l'a vu, donc les USA ont suspendu leur donation à l'OMS. Donald Trump semble se replier un peu plus de jour en jour. Est-ce que le monde de demain, on devra le faire en se passant des États-Unis? Est-ce que c'est toujours un allié privilégié pour la France? Ça ne peut pas ne pas être un allié. Les États-Unis sont une partie considérable du monde. Que ce soit Donald Trump ou Barack Obama, on ne peut pas faire sans les États-Unis. Donc il faudra continuer à faire avec les États-Unis, avec toute la difficulté qui est celle aujourd'hui de la présidence Trump. Merci Aurélien Pradier. Merci Aurélien Pradier, merci Bastien Cochet. 20h56 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. C'est bientôt la fin de 20h l'invité avec vous, Aurélien Pradier, député LR de la première circonscription du Lot. Avant, on fait le point sur l'actualité politique à venir cette semaine avec Théo Grévin. On commence avec le procès du Premier ministre israélien. Il comparaîtra dimanche devant la justice. Prévu à la mi-mars, le procès de Benyamin Netanyahou avait été reporté au 24 mai en raison de la pandémie de coronavirus et les mesures de déconfinement ont permis la réouverture des écoles et des tribunaux, permettant de fixer cette date. Dans ce dossier, la justice soupçonne le Premier ministre d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron d'une société israélienne en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias de ce groupe. Le Premier ministre, reconduit officiellement au pouvoir dimanche dernier à la faveur d'un gouvernement d'union avec son ex-rival électoral Benny Gantz, plaide son innocence dans ces affaires et dénonce un complot. Il a même demandé une dérogation pour ne pas comparaître à l'ouverture dimanche de son procès. Ce sont les juges du tribunal de Jérusalem qui devront décider ou non de la présence du Premier ministre à l'ouverture de ce procès très attendu par la presse israélienne. Aurélien Pradier, ça vous choque qu'un Premier ministre qui ne dispose pas d'une immunité judiciaire puisse demander à ne pas comparaître devant la justice? Oui, ça me choque toujours dans l'idée que je me fais de la justice, mais je le fais avec le regard d'un Français. Et les institutions de l'État d'Israël ne sont pas les mêmes, donc les comparaisons sont toujours extrêmement hasardeuses. Ce qui est sûr, c'est que je ne souhaite pas que notre pays puisse être confronté à de pareilles situations. Et quant à la nation, à l'État d'Israël, je leur souhaite de retrouver une sérénité démocratique le plus tôt possible, parce que c'est aussi la paix du monde qui est en jeu. Merci Aurélien Pradier. Et c'est en fin de semaine que devraient pouvoir rouvrir les lieux de culte après une décision du Conseil d'État.
Le Conseil d'État a publié hier une ordonnance pour demander au gouvernement d'autoriser les rassemblements dans les lieux de culte. Ils avaient rouvert le 11 mai lors du déconfinement, mais étaient toujours vides par décret du Premier ministre. Une décision disproportionnée selon le Conseil d'État qui recommande l'annulation du décret sous 8 jours. Le décret pris par Édouard Philippe interdisait tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires limitées à 20 personnes. Aurélien Pradier, est-ce que le Conseil d'État a pris la bonne décision en ordonnant la réouverture des lieux de culte? A priori, le Conseil d'État a pris une décision fondée en droit, et donc je ne suis pas là pour la discuter. Ce qui est sûr, c'est que je considère que tous les lieux dans lesquels on rassemble du monde sont des lieux risqués. Donc il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Moi, je suis un élu de la République, je ne suis pas l'élu d'un culte quel qu'il soit. J'ai moi-même mes convictions religieuses. Le période de confinement m'a poussé aussi à confiner certaines pratiques religieuses, mais l'intérêt général, c'est l'intérêt général. J'imagine que le Conseil d'État a pris une décision fondée en droit. J'espère que d'un point de vue sanitaire, elle sera solide. Merci Aurélien Pradier. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous Aurélien Pradier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription du Lot et secrétaire général du parti Les Républicains. Votre prochain rendez-vous politique, c'est mardi prochain en direct et en live sur la page Facebook de Fréquence ESJ de 20h à 21h. Avant ça, demain, Bastien Cochet et toute la bande de Storytelling auront pour inviter un chanteur que vous connaissez, à commencer à bien connaître sur Fréquence ESJ. C'est l'interprète de Validé, James Baker. À suivre en direct toujours de 20h à 21h sur la page Facebook de Fréquence ESJ. Vendredi, retrouvez également votre émission de Talk Time Break de 21h à minuit. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 21h sur Fréquence ESJ, passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.